et on va poursuivre la matinée avec une présentation d'Alexandre Goin, qui est donc à l'INRAE, qui est également chercheur en économie, donc dans la même unité dans laquelle tu as réalisé ton travail de thèse. Un travail de post-doctorat a également été réalisé dans le cas de Terre Unique dans cette unité. Et Alexandre, en utilisant donc l'un des modèles dont tu viens de nous parler, va présenter la modélisation de l'impact de scénarios d'amélioration agrotechnique pour l'augmentation des rendements des légumineuses, qui est donc le troisième axe que Aude nous a présenté en début de matinée dans les travaux de prospective qui ont été menés. Merci Alexandre. Ok, bonjour à tous et merci de l'introduction. Donc en fait, mes slides sont passés par Henri. Celle d'après, s'il te plaît. Donc en fait, les filles vous ont expliqué, Julia et Aude, qu'on avait testé 3 scénarios. Le premier scénario d'être couplé, je dirais les scénarios du passé, je ne vous l'ai pas mis parce que en fait les impacts sont très petits. Vous allez voir dans les slides d'après, il y aura toujours les impacts du deuxième scénario qu'on vient de commenter sur la demande des ménages pour des produits non OGM, sur lequel il y a eu pas mal de questions. Et le scénario que je vais plus commenter maintenant, et on pourra les comparer les deux, c'est les résultats si on se disait, voilà, il y a des innovations techniques qui nous permettent, toutes choses égales par ailleurs, d'augmenter les rendements du pois, févrole, luzerne, de soja et des fourrages, en fait. Parce que bon, les protéines viennent aussi en partie des fourrages. Donc voilà, donc slide suivante, pour expliquer, un peu répondre à certaines questions. L'enjeu dans tous ces travaux-là, c'est quand même déjà de bien identifier c'est quoi le niveau initial, de quoi on cause, et rassembler des données publiques sur notamment c'est quoi les filières non OGM, c'est quand même assez compliqué. Alors, fort heureusement, on a bénéficié d'une étude qui avait été faite par l'Europe qui essayait de montrer qu'est-ce qu'on a comme non OGM en Europe, dans les différents pays européens. Et ils l'ont fait en 2015 sur les données de 2012. Alors, ça veut dire que les valeurs initiales que vous avez à gauche, vous aurez plusieurs tableaux où à chaque fois, il y a les valeurs initiales. Ce sont des valeurs donc, qui sont lointaines, on en a bien conscience, qui représentent la valeur des années 2011-2012, moyenne de 2010-2011-2012, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir aussi calculer les impacts sur les emplois, et quand on veut calculer les impacts sur les emplois, on se base beaucoup sur le recensement agricole qui est fait qu'une fois tous les 10 ans. Donc on a bien conscience que ce n'est pas parfait, que depuis 2012, 2011-2012, ça a bougé. Et donc les scénarios, c'est de dire quoi? Donc, le scénario technologique, c'est de se dire quelle aurait été la situation ex-post si les rendements donc, des cultures qu'on a précitées avaient été 25% supérieurs à ce qu'elles ont été à cette période-là. Le scénario qu'on appelle demande, c'était si les ménages français voulaient manger, alors non OGM, c'est un peu rapide évidemment, mais c'est non OGM et plutôt local. Parce qu'en fait, savoir les productions non OGM de viande ou de produits végétaux dans le reste du monde, c'est quand même pas facile. Donc l'hypothèse qu'on fait, c'est que les échanges de ces produits-là entre la France et les autres pays ne sont pas faciles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Hein. Ça veut dire que les Français, les ménages français, préfèrent consommer des produits non OGM français. Alors, autre précision aussi, c'est quand on dit non OGM, il y en a plein qui sont non OGM et certains n'ont plus d'application de phytosanitaire, par exemple les produits bio, et d'autres en ont. Quoi. Donc c'est un agrégat de tout ça. Donc c'est évidemment imparfait, mais voilà pour préciser un tout petit peu une chose. Donc dans ces modèles-là, on peut dire donc le scénario technologique, c'est qu'est-ce qui se passerait si les rendements étaient nettement meilleurs que ce qu'on avait eu jusqu'à présent. Quoi. Donc ça fait un effet d'offre, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de matières premières disponibles sur le marché par rapport à avant. Donc dans nos approches, quand l'offre devient supérieure à la demande, eh bien, pour que ça s'ajuste, pour qu'il y ait un équilibre, soit on arrive à exporter le surplus, soit il faut arriver à le faire consommer par les acteurs locaux. Et s'ils ont déjà les estomacs qui sont pleins, ben, il va falloir qu'on les motive pour manger différemment. Et ça passe un peu par les prix.
Donc voilà ce qui se passe, c'est que vous avez ici donc en vert les impacts sur les prix du scénario technologique. Vous voyez que par exemple, si on améliore la production, la technicité, productivité des surfaces en soja, eh ben, les prix du soja non OGM en France reculent de 9%. 9,6, c'est la deuxième ligne dans ce tableau-là, qui vont se répercuter essentiellement sur le tourteau de soja, parce que l'huile, son prix est assez fixe, donc il va baisser aussi de 9%. Et on fait une hypothèse d'équilibre, c'est-à-dire que les acteurs temporairement peuvent mettre du temps à refléter ça, mais qu'à la longue, ça se reflète dans la filière. Donc ça veut dire que vous voyez par exemple que les coûts de production des volailles qui sont certifiées non OGM vont se réduire parce que tout simplement le coût de matière première a diminué. Donc vous avez que par exemple, c'est un exemple, hein, les prix des filières non OGM à l'équilibre vont reculer grâce à ce scénario. Donc de 0,59% exactement. Ok. Alors que dans l'autre scénario, je ne vais pas en discuter beaucoup, sur le scénario de demande, c'est un peu l'effet inverse. Les ménages français veulent du français et du non OGM. Et vous voyez que, par exemple, ça va faire que le tourteau de soja non OGM va augmenter, son prix va augmenter de 16%, exactement 15,85. Et c'est ce prix-là que Julia a introduit dans son modèle de synergie. Alors, une fois qu'on a compris un peu les effets prix, après, c'est un peu la variable qui résume toutes les forces qu'il y a dans le modèle, quoi. Une fois qu'on a compris ça, après, tout déroule. Vous voyez que, par exemple, sur le blé tendre, il ne se passe pas grand-chose. Parce que, en fait, le prix du blé tendre en France est quand même beaucoup lié à ce qui se passe au niveau mondial, hein. C'est pas parce que chez nous, on va changer un peu les productions que ça va changer l'équilibre mondial du blé tendre. Donc là, à la slide suivante, je vous avais justement, Henri, si tu peux passer les effets sur les productions végétales. Donc, vous voyez qu'en bas, par exemple, les surfaces de poids, encore une fois, la valeur de gauche en bleu, c'est la valeur initiale en 2012. Et donc, on produisait un peu plus d'1 million de tonnes de poids sur 180 000 hectares. Eh bien, vous avez que, puisqu'on est plus productif à faire ça, c'est plus intéressant d'en faire. Donc, les agriculteurs vont dédier plus de surface à cette culture. Vous voyez que ça augmente de 12 000 hectares, soit 7%. Et sur ces surfaces nouvelles et les anciennes surfaces, on produit plus, donc on produit 359 000 tonnes de poids en plus, soit une augmentation de 33%. À l'inverse, les surfaces de blé vont reculer un tout petit peu, hein, puisque les surfaces de poids ont augmenté de 12, ça va se répercuter sur d'autres surfaces, notamment donc les surfaces colza et les surfaces blé reculent, surface blé de 32 000 hectares, 0,65%, et la production de blé globale est recule de à peine 200 000 hectares. 200 000 tonnes, pardon, excusez-moi. Donc, soit 0,5%. Donc, si on continue, là, c'était sur les productions végétales. Et donc, après, on va arriver aux productions normalement animales. Henri, tu peux passer. Oui, pardon, sur l'alimentation animale, c'est parce qu'en fait, donc, les légumineuses qu'on considère vont beaucoup quand même dans l'alimentation animale. Et j'ai oublié de préciser, il y a bien une augmentation donc de la productivité soja, pois, lupin, et surtout des fourrages. Si ce scénario, on pourrait le subdiviser entre une augmentation que de la productivité du soja, une augmentation que de la productivité du pois. Il faut admettre que ces scénarios-là, ces sous-scénarios ne conduisent pas à des effets forts. Parce qu'en fait, initialement, ces surfaces ne sont pas majeures. Par contre, dès qu'on améliore la productivité des prairies, ça fait un effet massif. Donc en fait, ça veut dire que dès que les prairies et l'ensemble des fourrages en fait deviennent plus productifs, eh bien les éleveurs vont changer la manière dont ils pratiquent l'alimentation animale, et donc ils vont moins utiliser de matières premières concentrées telles que le blé, le tourteau de soja conventionnel, et même les autres tourteaux. Donc les autres tourteaux, c'est les tourteaux de colza et tourteaux de sol notamment. Comme le soja non OGM, lui, est plus compétitif, le prix est plus faible, donc ils en mettent un petit peu plus, mais vous voyez bien qu'il y a une forte différence dans la composition de l'alimentation animale. Est-ce que pour autant les productions animales ont beaucoup changé à l'issue de ce scénario technologique? Donc c'est ouais, merci, super. Pas tant que ça. Vous voyez que tout à l'heure je vous avais dit la viande de volaille non OGM, viande de volaille oui non OGM devient plus compétitive.
dans le sens où les matières premières disponibles pour cette production sont moins chères. Donc, vous voyez que finalement, la production de viande de volaille non OGM augmente, mais pas fort, 0,4%, parce qu'il faut motiver les consommateurs à la consommer. Hein. À l'inverse, la viande de volaille conventionnelle, elle recule un tout petit peu, mais vous voyez que les tonnages, c'est quand même très, très faible. Sur la viande porcine, c'est pareil, les tonnages bougent très peu. Par contre, ce qui change, voilà, clairement, c'est la production de lait de vache. Si vous avez des prairies qui sont plus productives, qui les mangent, ce sont les herbivores. Et bon, là, j'ai reporté que le lait de vache, mais sur la production de viande bovine, c'est un peu la même chose. Et vous avez que, en fait, le lait de vache non OGM, il bouge pas, en fait. Ça va surtout dans le lait de vache, enfin, dans le lait conventionnel. Donc, au départ, on suppose que la production dite conventionnelle représente à peu près 19 millions de tonnes, pardon, milliards de litres. Et la production non OGM, qu'on suppose valoriser, elle est à peine de 6 millions. Et qu'on produit 373 millions de tonnes de lait de plus, en plus. Voilà, donc plus de production animale, mais surtout donc, du lait et puis un peu de bovin. Slide suivante. Et alors, ce qui nous importe, nous, quand on parle d'autonomie protéique, nous, dans nos approches, on en parle souvent en euros, quoi. Parce il y a plein de matières premières riches en protéines. Et comment on peut les sommer sur leur composition, effectivement, mais on peut aussi sommer en euros. 1 euro plus 1 euro, ça fera toujours 2 euros. Donc, c'est ce qui vous montre cette slide-là. Vous voyez que, par exemple, à l'issue de ce scénario, on exporte un tout petit peu moins de blé, 36 000 tonnes, parce qu'on en produit un peu moins et en fait, on en met un peu moins dans l'alimentation animale, mais globalement, on a un peu moins à exporter. Le tourteau de soja conventionnel, c'est quelque part ce qu'on veut, enfin, qu'on regarde souvent, c'est est-ce que ça réduit ou pas. Effectivement, vous voyez que le tourteau de soja conventionnel, on en a moins besoin pour alimenter nos animaux parce qu'on a d'autres protéines de l'autre côté. Donc là, ça baisse de 126 000 tonnes par rapport à une importation initiale de 3 millions de tonnes. Les viandes de porcine et volailles conventionnelles, ça recule un tout petit peu, de 11 millions d'euros. Par contre, où on gagne beaucoup d'argent quelque part, c'est qu'on va vendre des produits laitiers, des fromages, etc., conventionnels, à l'extérieur pour un montant supplémentaire de 347 millions d'euros. Au total, le bilan des matières riches en protéines en valeur, initialement, c'est près de 900 millions d'euros qu'on importe. Donc, c'est la différence entre les graines et les tourteaux de soja, moins le poids qu'on exporte, et la févrole. Donc, au départ, moins 900 millions d'euros. Le déficit, là, il s'améliore quelque part de 172 millions d'euros. Okay, et au total, la balance agroalimentaire française est de 10 milliards au départ, enfin 10 milliards 800. Donc, c'est beaucoup du vin et des produits laitiers et des céréales. Elle s'améliore de 500 millions d'euros. Voilà. Est-ce que c'est bénéfique pour qui tout ça? Donc, la slide suivante, vous voyez que on a nos agriculteurs qui arrivent à produire plus avec les mêmes intrants. Forcément, ça veut dire qu'ils vont dégager plus de valeur ajoutée. Donc, les revenus agricoles, vous voyez qu'ils augmentent. Par exemple, au total en France de 700 millions d'euros par rapport à une valeur ajoutée initiale de 38 milliards, donc presque 2%. Donc, c'est réparti un tout petit peu plus en Bretagne et en Pays de Loire parce que ça bénéficie au secteur d'élevage qui, lui, génère de la valeur ajoutée aussi, enfin, qui occupe de la valeur ajoutée et des emplois. En fait, dans les emplois qui est en dessous, dans la modélisation qui est faite, on a supposé que c'est surtout sur l'emploi salarié que ça peut changer. C'est-à-dire que le nombre d'exploitations et de chefs d'exploitation reste le même, et s'il y a plus de boulot, c'est à travers les salariés que ça se passe. Et donc, vous voyez que ce scénario conduit à créer de l'emploi dans le secteur agricole, de près de 4000 emplois au total France, et un tout petit peu plus en pourcentage en Pays de Loire qu'en Bretagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, relativement, les Pays de Loire produisent plus d'herbivores que de granivores, relativement à la Bretagne. Voilà. Et donc, est-ce que ça bénéficie à d'autres gens? Donc, pour les IA,
C'est peut-être un peu surprenant, mais il y a plus de matières premières à transformer, donc on s'attend à ce qu'elles ont plus de boulot et plus de valeur ajoutée. C'est ce qui se passe au niveau global. Vous voyez qu'au départ, les IA, elles dégagent près de 30 milliards au niveau français de valeur ajoutée, et ça augmente de 73 millions d'euros. C'est peut-être pas énorme, et puis vous voyez qu'il y a peut-être quelque chose qui paraît bizarre, c'est que pour la Bretagne, c'est même négatif. En fait, c'est un effet composition, c'est-à-dire que l'industrie laitière, enfin les firmes de l'industrie laitière et des viandes, des abattoirs gagnent. Par contre, le secteur de l'alimentation animale perd. Le secteur de l'alimentation animale composée. C'est-à-dire que les éleveurs laitiers et bovins utilisent moins d'aliments concentrés et composés. Donc, voilà. C'est cet effet-là qui explique que, par exemple, pour la Bretagne, vous avez que la valeur ajoutée dégagée par les IAA, qui était initialement de 2,5 milliards, elle recule de 21 millions d'euros. Pareil que les emplois totaux en France, qui étaient au départ de 534 000, ils augmentent de 1100, mais en Bretagne, ça recule de 34. Donc voilà le type de calcul qu'on peut faire avec ce type d'approche. Et on peut faire aussi des impacts environnementaux. Vous voyez que nous, on calcule aussi la consommation de produits phytosanitaires. J'ai mis au niveau national ici, mais on pourrait l'avoir aussi en Bretagne et en Pays de Loire. Eh bien, elle recule tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de moins pour produire la même chose. C'est ça un scénario technologique. C'est qu'on produit plus avec les mêmes intrants. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses qui vont se passer pour expliquer, par exemple, que la consommation de produits phytosanitaires, je mets en indice ici parce que nous, c'est beaucoup en termes de valeur, un recul de 8%. Deux phénomènes, c'est que d'une part, on a besoin de moins pour faire la même chose, et d'autre part, c'est que les types de cultures ont changé. On fait un tout petit peu moins de blé et un peu plus de surface de production légumineuse, qui, elles, utilisent moins de phytosanitaires que les autres. Et vous voyez que pareil, même résultat que Julia tout à l'heure, c'est que la consommation d'engrais minéraux recule parce que ces surfaces-là, enfin, ces cultures-là ont besoin de moins d'azote. Voilà ce type de résultats qu'on a sur ce scénario-là. Et à droite, vous avez toujours le scénario allemand. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai été trop long ou pas. Non, c'est parfait, on est dans le timing. Merci pour cette présentation qui nous permet d'imaginer des choses, voilà, de se projeter en testant des hypothèses. Donc, on voit celle que vous avez testée au niveau donc de l'équipe UMR Smart. Et alors, il y a quelques questions. Eric Juncker de Trustin te demande comment tu fais pour avoir une précision dans ton modèle à la décimale. Je te laisse répondre. Ouais, enfin, je mets les décimales parce qu'un ordinateur calcule à 10 puissance moins 16, mais oui, c'est vrai que j'aurais pu m'arrêter à un chiffre après virgule ou même 0. On met ça parce que des fois, c'est juste pour illustrer que certaines fois, les impacts sont très petits, quoi. Et on veut s'assurer du point de vue théorique est-ce que les signes sont bons. Des fois, par exemple, vous voyez que sur les surfaces en céréales ou les effets céréales qu'on avait tout à l'heure, les effets sont très petits et on voudrait juste savoir si c'est un plus ou c'est un moins. C'est pour ça qu'on a mis ça, mais évidemment, c'est pas précis à 3 chiffres après la virgule. D'autant plus qu'on ne peut pas être hyper précis dans la mesure où les données initiales sont quand même très fragiles, quoi. Encore une fois, je vous ai dit, trouver des données sur les filières non OGM, c'est pas simple. Par contre, ça ne veut pas dire que relativement un scénario par rapport à un autre sont faux. Okay, donc, en valeur absolue, vous avez tout à fait raison, il n'y a pas de souci. Après, en valeur relative, on peut toujours comparer un scénario par rapport à un autre. Là, c'est pour cette question technique. Très bien. Tu as ensuite une question de CETA35 Martial Chenet. L'info, quel est le pourcentage d'augmentation des produits agricoles non OGM, la part payée aux producteurs? Alors, là, c'est un modèle d'équilibre où on fait l'hypothèse que, justement, à l'équilibre, les agriculteurs, ce qui n'est pas forcément la réalité, mais ça, c'est difficile à l'évaluer, hein, c'est qu'ils ne vont pas produire un bien s'ils n'arrivent pas à le valoriser, quoi. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister temporairement, hein, surtout pas. Mais ils ne vont pas supporter des coûts longtemps
avoir la valorisation qui vient en face. Okay, et ça, c'est vrai pour tous les acteurs. C'est vrai aussi pour les industriels et c'est vrai aussi pour les distributeurs. Donc, on a même fait d'autres scénarios où on se dit, par exemple, les distributeurs, ils ont une demande de la part des ménages et ils ont des offres de produits par les industriels aux agriculteurs et ils appliquent des taux de marge sur ces biens-là et soit ils les modifient, soit ils les modifient pas pour favoriser une filière plutôt qu'une autre, quoi. Donc, l'hypothèse qu'on fait, pour revenir à votre question, c'est qu'il y a une transmission des prix le long de la filière, mais qu'au sein d'un maillon de la filière, les acteurs ne vont pas éternellement continuer l'activité si elle est moins rentable que la voisine. C'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas continuer longtemps à produire de nos OGM si les gens ne l'achètent pas, la valorisent au coût de production. Je ne veux pas dire encore une fois que temporairement, ce n'est pas le cas. Mais à terme, ce n'est pas possible. C'est l'hypothèse qu'on fait dans notre modèle. Merci. Tu as une question aussi de Romain Guibert. Que devient le delta de la Sol en culture dans le scénario techno? Le plus 25%, oui, est-il plausible? Alors, le sol en culture, ce qui se passe, c'est que, je ne suis pas sûr de parfaitement comprendre la question, mais nous, il y a les surfaces françaises et les surfaces agricoles, enfin, surfaces agricoles françaises, bretonnes et pays de Loire, qui vont bouger selon les incitations qu'ont les agriculteurs à bouger ou pas. Si une culture devient plus rentable, ils vont en faire un peu plus et ça va être au détriment des autres surfaces. Mais certaines surfaces ne bougent pas. Par exemple, les surfaces en vigne, on fait l'hypothèse que ça ne bouge pas. Voilà. C'est des cultures pérennes, ça ne peut pas bouger. Les surfaces en prairie permanente, on fait l'hypothèse aussi que normalement, on n'a pas le droit de les bouger, quoi. C'est une hypothèse, évidemment. Par contre, les surfaces en prairie temporaire, et par exemple, maïs, fourrage, le blé, etc., tout ça, ça fait un ensemble qui, à la fin, doit toujours rester le même. Donc, la surface totale agricole ne bouge pas. Certaines ne bougent pas du tout, etc. Et après, il y a des phénomènes de compensation, de substitution, d'allocation, si vous voulez. Donc, je vous ai montré à un moment donné, ça devait être la deuxième slide, que les surfaces en poids augmentent un peu, par exemple, et c'est en partie au détriment des surfaces en colza et en blé tendre. Donc, je ne sais pas si ça a bien répondu à la question de monsieur, mais la sol en culture, parce que c'était un peu ça la question. Je vois votre question, le 25% est-il plausible? Ça, c'est lié à la prospective. On s'est dit, voilà, quand on regarde quand même, on fait l'hypothèse que pourquoi les rendements des céréales ont pu augmenter, peut-être pas récemment, mais avant, on dit, il y a plusieurs raisons, dont les efforts techniques qui sont faits par les différentes institutions. L'hypothèse, c'est de se dire, si jamais on trouve des nouvelles manières de produire dans les autres dimensions du projet SOS Protéines, notamment il y a Forage Prod qui dit, ben voilà, il est quand même possible de produire un peu plus sur les fourrages si on fait telle ou telle chose. Donc 25%, on fait 25% sur les fourrages, on met 12%. Voilà. Il y avait une autre question de monsieur Yves Leroux. Les scénarios que tu as présentés donnent quels résultats en gaz à effet de serre et sont-ils compatibles avec la SNDC? Alors, SNDC, je ne sais plus ce que c'est. Et voilà, ce que j'allais dire, si M. Leroux peut détailler. Par contre, sur les bilans en gaz à effet de serre, je vous ai reporté dans la dernière slide les consommations d'énergie et autres, en électricité et autres énergies. Parce que, en fait, quand on parle de gaz à effet de serre, il y a plusieurs dimensions. En fait. Il y a le carbone qui est émis lors du processus de production, transformation. Donc ça, on peut l'avoir ici. Mais en fait, toute la difficulté, et là je fais un petit coup de pub sur un travail qu'on a fait qui va apparaître sur les pesticides, c'est qu'en fait, cette histoire de carbone, c'est quand même plutôt un bien public global. C'est-à-dire que si chez nous, par exemple, on émet moins de carbone, qui nous prouve qu'il n'y en aurait pas plus d'émis ailleurs, ou inversement. Et si Henri peut juste revenir sur une des slides pour expliquer ça, c'est qu'en fait, il faut qu'on couple ce modèle-là. Pourquoi on l'a fait aussi sur 2011-2012? C'est parce qu'en fait, on a des mêmes modèles, si vous voulez, sur des autres pays du monde.
Et donc, on va pouvoir calculer, si tu peux revenir juste avant encore une fois, et une dernière fois. Là, vous avez ici la balance, la dernière ligne, vous avez la balance commerciale agricole et agroalimentaire de la France. Vous voyez qu'au départ, on exporte pour 10 milliards et que dans ce scénario, le scénario là, technologique, là, on améliore de 500 millions d'euros. Dans le scénario demande, on améliore de 1,5 milliard, milliards d'euros. Ça veut dire qu'on est capable d'exporter des produits agricoles que les autres. Et ça veut dire que les autres, toutes choses égales par ailleurs, ont besoin de moins produire et donc de moins émettre de carbone, et notamment de moins déforester. Donc en fait, ce qu'on fait, désolé de la réponse un peu longue, mais c'est qu'on calcule le carbone de la ferme France et de l'économie française via ces échanges de produits agroalimentaires. On calcule aussi les bilans carbone dans les autres pays du monde. Donc ça, c'est ce qui reste à faire, mais notre outil, retenez que notre outil est capable de le faire parce qu'on relie avec des outils qui existent par ailleurs. Et je pourrais vous envoyer, si vous voulez, une publication qu'on vient de faire. Quel est l'impact, pas d'augmenter les protéines, mais de réduire les phytos sur ce bilan carbone au niveau mondial. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous les trois de cette partie que vous venez de présenter, qui est la partie la plus amont, la plus recherche du projet Terrunique, comme ça a été dit en introduction au sein de Terrunique. Et c'est ce qui fait toute sa richesse. Les travaux qui ont été menés sont de nature très différente. Donc là, on clôt cette partie plus dédiée à la recherche, avec donc la création de ces modèles et puis la façon dont vous les avez utilisés pour tester différents scénarios. Merci beaucoup pour ces